Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voulais, comme vient de le faire Laetitia Sanchez, introduire mon intervention par cette remarque sur notre Assemblée de ce jour et sur le fait que, comme nous l'avons demandé aussi à l'occasion de la réunion des présidents, on puisse améliorer très vite maintenant les conditions de participation dans ce contexte sanitaire. C'est quand même un peu dommage qu'à l'occasion du vote du budget, nos collègues absents ne puissent suivre le débat par YouTube et qu'ils ne puissent pas, par un système de visio et de vote, permettre l'expression et l'intervention de chacun. Je pense que nous voterons aussi cette délibération, évidemment, avec vous. Je voulais indiquer qu'il était aussi, je pense, utile, Monsieur le Président, de répondre aux questions quand elles interviennent à l'occasion du débat. J'ai le souvenir d'en avoir posé une sur un nécessaire débat concernant les questions nucléaires en Normandie. D'autres sujets, comme la chapelle d'Arblay ou bien le Diderland, avaient été évoqués la dernière fois, et ce serait plutôt sympathique qu'il y ait des réponses dans le cours de la séance à des questions qui sont posées. C'est vrai que le règlement intérieur va changer et que du coup, une formalisation des questions orales et des amendements pourra être faite, et c'est très bien, à l'initiative de nos collègues écologistes. Je pense cependant qu'il reste nécessaire aussi pendant la séance et au-delà des procédures de pouvoir répondre aux questions. Nous interviendrons tout à l'heure sur le sujet de l'orchestre régional qui aurait pu être l'objet d'une question orale mais qui sera l'objet d'une intervention de notre part. Faire vivre l'Assemblée et ses commissions d'une façon pleine et efficace est une noble ambition, je pense, que nous aimerions vous voir porter plus franchement, car nous sommes là pour dialoguer, pour échanger, et pas pour autre chose. Concernant l'ordre du jour, je voudrais m'intervenir sur quelques points très rapidement. Le budget, nous nous y opposerons, car c'est un budget qui nous paraît être plus un budget de continuité et non de changement, alors que l'action de la région, dans le contexte actuel, justifierait de profonds changements, à la fois dans son contenu. La question des inégalités et de la transition écologique est une question d'actualité, une question majeure. Et donc, il y a derrière des politiques régionales à adapter à cette exigence, à ces exigences, mais aussi dans sa forme. Je pense qu'il serait utile, je crois que je l'avais évoqué à l'occasion de la séance précédente, qu'on ait un budget vert, au sens où on ait vraiment une synthèse faite de toutes les actions de la région qui ont un impact sur la problématique climatique, et puis du coup de corriger aussi probablement les objectifs stratégiques, de façon à les rendre plus clairs et plus lisibles, avec une vision pluriannuelle encore davantage affirmée. Deuxième sujet important, le SRADET, qui sera examiné tout à l'heure. C'est un document qui, pour l'instant, semble être dans une perspective de continuité, comme cela nous est dit explicitement dans la délibération. Nous l'avons soutenu lors de son élaboration. La crise climatique, aujourd'hui plus prégnante, exige d'agir vite et autrement. La COP26 nous a montré que les progrès pouvaient se révéler porteurs d'avenir quand ils étaient aussi d'origine territoriale. Les régions ont donc une vraie carte à jouer. Le GIEC que vous avez mis en place opportunément, Monsieur le Président, est un très bon outil, je pense, pour nous éclairer, pour éclairer les politiques régionales. Il serait désormais utile de rendre son activité, ses travaux, toutes les données qu'il fournit de façon plus opérationnelle et traduite dans les différentes politiques qui sont menées, avec peut-être des différenciations affirmées sur l'ensemble des territoires, car le GIEC nous montre que les différents territoires normands ne sont pas affectés de la même façon par la crise climatique. On en est loin encore. Le bilan qui nous est transmis dans la délibération me paraît très sommaire et assez expéditif. Et je voulais vous poser la question de savoir quel était le coût du SRADET, combien il avait coûté, car je sais que ça coûte très cher. Pour avoir mis en place un SCOT, j'ai pu vérifier que les SCOT coûtaient cher aussi, et le SRADET doit l'avoir été. Il y a un cabinet derrière. Et si le vice-président pouvait nous passer l'information tout à l'heure au moment de la délib du coût, ce serait très utile. Vous avez parlé de la santé, de l'offre de soins. C'est une action volontariste que je salue et qui paraît opportune en ce moment. Vous avez raison, Monsieur le Président, d'engager la région dans ce domaine, même si la confusion des responsabilités est de plus en plus manifeste dans le millefeuille qui se mobilise sur le sujet, car on constate aussi que toutes les collectivités, en plus de l'État, évidemment, interviennent. Le volontarisme affiché est salutaire.
Alors, il est plus facile à concrétiser en matière d'investissement. Vous venez de l'indiquer à propos des hôpitaux qui vont être cofinancés par la région et par l'État. À ce sujet, je voulais vous demander si vous aviez négocié avec l'ARS et le ministère, et donc le gouvernement, un maintien, voire une augmentation du nombre de lits dans les hôpitaux. Car je crois que la question qui frappe aujourd'hui la gestion de ces hôpitaux, pour ce que j'en sais, de contacts nombreux avec des médecins, est que nous manquons de lits. Il serait opportun que le soutien de la région, important, que vous avez rappelé tout à l'heure et que je salue, soit accompagné de conditions de maintien des lits, au mieux, voire d'augmentation ici ou là, pour que l'offre de soins, justement, que la qualité d'accueil des hôpitaux soit meilleure. Dans le domaine de la démographie médicale, vous nous proposez une reconduction à quelque chose près de la convention entre l'ARS et l'URML. Vous signalez qu'il y a eu une évaluation positive du dispositif des PSLA. J'aimerais bien qu'on puisse en avoir aussi copie de cette évaluation positive, puisqu'elle est qualifiée. Je reste persuadé, quant à moi, que la démographie médicale, finalement, ne s'est pas améliorée. Je crois que le département de l'Eure tient toujours un record dans ce domaine. Dans l'Orne, c'est pas mieux. Et donc, je reste persuadé que cette action en matière de démographie médicale manque de volontarisme et peut-être de modification des règles du jeu, ce qui n'est pas facile, effectivement. Je voulais dire un mot des coopérations entre la région et l'État. L'État, il est omniprésent quotidiennement, en Normandie comme ailleurs, dans le domaine économique, dans le domaine de la formation. L'odontologie est une intervention nouvelle et une coopération nouvelle entre la région et l'État, je le salue. Il est évidemment très présent dans les transports, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, avec les bugs qui interviennent avec la SNCF. Il est aussi en matière contractuelle. J'ai noté que, notamment au niveau intercommunal, l'État en ce moment signait des contrats de territoire, des contrats régionaux de transition écologique, je crois, sans la région. Ces dispositifs sont peut-être pas très transparents et montrent qu'il y a beaucoup d'acteurs désormais. À propos de l'État, nous voulons vous apporter notre soutien, Monsieur le Président, à propos du CPER et de l'enseignement supérieur. Vous nous aviez indiqué la dernière fois que la négociation restait bloquée entre l'État et vous dans le domaine de l'enseignement supérieur. Nous sommes à vos côtés pour soutenir cette revendication. Je ne sais pas où ça en est et s'il y aura un contrat de plan État-région avant les élections présidentielles, mais c'est un point important. Pour conclure, à propos de la transition écologique, vous avez souligné tous les efforts faits, et ils sont louables en matière d'hydrogène autour de la vallée de Seine. Je voudrais mettre en vis-à-vis des compétences de la région et de son rôle de chef de file territorial la question plus globale des transitions. Car au-delà de la transition climatique, nous avons aussi à affronter d'autres transitions. Je veux citer la problématique démographique, je veux citer l'envahissement numérique, la digitalisation qui est là et qu'il faut maîtriser, et aussi, bien entendu, la mutation de l'outil productif de notre région, puisque la transition écologique, la transition climatique, la transition énergétique, peu importe les qualificatifs, amène des modifications dans les systèmes de production. Tout ceci va entraîner des changements profonds qu'il va falloir gérer dans le temps et peut-être avec des méthodes plus volontaristes et peut-être plus démocratiques, assurément, et surtout réaffirmer que tout ceci va avoir un coût social, un coût économique qu'il ne sert à rien de dissimuler, qui, je pense, doit être mis au-devant, car nous savons que nos méthodes de production, de consommation, donc notre mode de vie va devoir changer. C'est autour de ces transitions et de leurs enjeux et de leurs périls aussi qu'un vrai projet régional doit voir le jour, non pas dans le sens d'une décroissance et d'une écologie trop radicale, ni dans celui d'une croissance verte, souvent simple opération d'habillage matinée d'une écologie molle. Je pense que c'est une voie intermédiaire qu'il faut développer, que nous prônons, quant à nous, vers une prospérité qui serait plus sobre et plus juste, et d'une écologie très pragmatique. Je vous remercie.